Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du bloc interscalénique. Le bloc interscalénique, c'est un bloc qui est incontournable dans la chirurgie de l'épaule. Il consiste à anesthésier le plexus brachial au niveau de son émergence, à proximité de la colonne vertébrale cervicale. L'injection elle est réalisée sur le côté de la partie basse du cou, entre les muscles scalènes antérieurs et muscles scalènes moyens, d'où le nom de ce bloc. Outre les complications communes à tous les blocs périphériques, le bloc interscalénique peut s'accompagner de complications spécifiques qui peuvent être gérées et anticipées. Les procédures de ponction, elles doivent être rigoureuses et la surveillance, elle doit être adaptée. Dans cette vidéo, nous avons essayé de modéliser la procédure en insistant sur les points fondamentaux de la technique, de façon à avoir un excellent taux de réussite tout en maîtrisant les éventuelles complications inhérentes à ce bloc. Le patient est en décubitus dorsal, le buste peut être légèrement fléchi à 30 ou 45 degrés, la tête est tournée à 45 degrés sur le côté non opéré. Le bras homolatéral le long du corps est fléchi sur l'abdomen. L'opérateur est debout ou assis et se place à la tête du patient sur la partie latérale du cou en regard du muscle sternocleidomastoïdien. L'appareil d'échographie est de l'autre côté du malade, en face de l'opérateur. Les deux avant-bras sont posés. Le bras qui tient la sonde est posé sur le brancard à côté du patient. La paume de main qui tient la sonde sert de billot de façon à bien stabiliser la sonde. La sonde utilisée est une sonde linéaire à haute fréquence. La longueur de l'aiguille utilisée est de 50 mm. Pour les réglages de base de l'appareil, je vous renvoie à l'émission précédente Back to Basic. Je vous rappelle néanmoins qu'il faut régler la fréquence ici entre 12 et 15 MHz, la profondeur environ à 4 cm pour un bloc interscalénique. Le focus pour la résolution latérale doit être évidemment adapté et en regard de la zone cible. Le gain et l'automatisation doivent également être adaptés. Une attention particulière sera apportée au réglage du gain étagé, extrêmement important pour le bloc interscalénique. L'utilisation du Doppler couleur ou du Doppler énergie revêt une importance particulière car il est impératif de différencier les nerfs hypoéchogènes des vaisseaux. La région supraclaviculaire se présente sous une forme triangulaire à la face postérolatérale du cou. La base de ce triangle est la clavicule, la face antérieure est limitée par le muscle sternocleidomastoïdien et la face postérieure par le muscle trapèze. La sonde est posée au milieu de ce triangle, dans un axe parallèle à la clavicule. Les éléments vasculaires principaux sont facilement identifiables. On repère ici la carotide interne, et en relâchant la pression exercée sur la sonde, on voit apparaître la veine jugulaire interne. Un peu plus en avant, on repère les anneaux trachéaux et le lobe thyroïdien. Et un peu plus en arrière, on aperçoit les muscles scalènes avec le défilé interscalénique entre les muscles scalènes antérieurs et muscles scalènes moyens. Le plan superficiel visualisé ici est formé par la lame superficielle du fascia cervical profond qui s'étire du muscle sternocleidomastoïdien jusqu'au muscle trapèze. Les muscles scalènes sont recouverts par la lame profonde du fascia cervical profond, appelée aussi fascia prévertébral. Les éléments anatomiques du plexus brachial doivent être définis. Lors de la réalisation d'un bloc interscalénique, on cherche à anesthésier l'épaule, dont l'innervation dépend des racines C5, C6 et C7. On ne détaillera pas ici les variations anatomiques avec la participation de la racine C4. On va donc suivre les racines C5, C6 et C7 jusqu'à leur émergence au niveau des apophyses transverses. Chaque vertèbre cervicale a une apophyse transverse sur laquelle on retrouve deux tubercules, un antérieur et un postérieur. C'est le cas ici avec les vertèbres C5 et C6. La vertèbre C7 fait exception. En effet, elle ne possède pas de tubercule antérieur sur son apophyse transverse. Cette particularité est mise à profit en échographie, car le processus transverse unicorne de C7 apparaît comme un chapeau à une bosse, alors que les deux bosses sont notées sur C5 et C6. Ceci permet de localiser avec précision le niveau de ponction du plexus. On aura donc ici C5, puis C6, et enfin C7 qui sort de l'apophyse transverse. Je vous rappelle que C5 et C6 fusionnent pour donner le tronc primaire supérieur et que la racine C7 donne à elle seule le tronc primaire moyen. D'autres éléments anatomiques sont importants à connaître et à individualiser. Il s'agit en premier lieu du repérage du nerf phrénique. Il descend vers le médiastin en contournant la face antérieure du muscle scalène antérieur. Cette localisation explique que des volumes importants d'anesthésiques locaux administrés dans l'espace interscalénique vont diffuser en avant du muscle scalène antérieur et entraîner un bloc du nerf phrénique. Il faut également repérer deux autres nerfs dans la région cervicale. Le balayage sonographique du muscle scalène moyen met en évidence deux nerfs hyperéchogènes situés en regard des racines C5 et C6
Il s'agit du nerf dorsal de la scapula et du nerf thoracique long. Ces deux nerfs devront bien évidemment être évités lors d'un abord postérieur au travers du muscle scalène moyen. La région interscalénique est très vascularisée et plusieurs éléments sont importants à connaître, à repérer et bien évidemment à éviter lors de la ponction. Ce sont toutes des branches et des collatérales de l'artère subclavière. Il y a en premier lieu l'artère vertébrale, première branche après la carotide primitive, que l'on retrouve à la partie antérieure du muscle scalène antérieur. Après, on a l'artère dorsale de la scapula. Elle passe entre les scalènes, s'insinue entre les troncs nerveux du plexus brachial et poursuit sa course devant le muscle scalène moyen en glissant sous le trapèze. On a également ici l'artère cervicale transverse qui passe en avant du muscle scalène antérieur pour irriguer le trapèze. Le bloc présenté ici est un bloc interscalénique dans le plan des ultrasons avec un abord postérieur. La sonde est placée derrière le muscle sternocleidomastoïdien, parallèle à la clavicule, en regard du cartilage cricoïde. On a ainsi une visualisation des éléments anatomiques dans leur axe court. Limiter la diffusion des anesthésiques locaux dans la réalisation d'un bloc interscalénique est un objectif. On injectera un volume de 15 à 25 ml. Pour la réalisation de ce bloc, on va déterminer un axe de ponction principal et selon la diffusion de l'anesthésique locale, un axe de ponction accessoire. La zone cible de l'axe de ponction principal est sous la racine C6 et la zone cible de l'axe de ponction accessoire est au-dessus de la racine C5. Lors de la réalisation de ce bloc, il est important de répéter les règles de sécurité. Je vous rappelle ces règles. La pression sur la sonde d'échographie doit être légère, de façon à éviter de cintrer les nerfs. Les tests aspiratifs doivent être également répétés, de façon à éviter toute injection intravasculaire. Le contrôle de l'extrémité de l'aiguille est fondamental et doit être réalisé à toutes les étapes de progression du bloc. L'hydrolocalisation et l'hydrodissection confirment et garantissent la position de l'extrémité de l'aiguille, quel que soit l'abord. L'aiguille doit être insérée dans le plan. La voie d'abord postérieure est privilégiée. Elle est effectuée en traversant le muscle scalène moyen avec une aiguille de 50 mm de long. La ponction se fait à l'extrémité de la sonde sur sa partie postérieure et la progression de l'aiguille se fait sous le champ ultrasonore. Le premier axe de ponction est le plan profond et on cherche à placer l'aiguille sous la racine C6. L'injection sous C6 permet une diffusion d'anesthésique locale sur C6 et C7 et selon le volume injecté sur C5. On préférera éviter d'injecter sous C7 du fait de sa proximité avec l'artère vertébrale. Une fois que l'aiguille est placée sous C6, on injecte 15 ml d'anesthésique locale. Au cours de l'injection, la diffusion de l'anesthésique locale est contrôlée sur les racines C7, C6 et sur la racine C5. Si la diffusion sur la racine C5 est insuffisante, on se préparera au deuxième axe de ponction. Le deuxième axe de ponction, il se fait dans un plan superficiel. Par le même point de ponction, l'aiguille est dirigée au-dessus de la racine C5. L'aiguille est alors parfaitement perpendiculaire au champ ultrasonore. La progression de l'aiguille se fait selon les mêmes règles de sécurité. Une injection de 5 à 10 ml sur la racine assurera un résultat optimal du bloc interscalénique. Tester son ALR avant de débuter l'intervention est indispensable. Les signes précoces de succès sont l'apparition d'un bloc sensitif dès les premières minutes avec l'apparition de dysesthésie dans le territoire de C6 au niveau du pouce. C'est ce qu'on appelle le monet-signe. On a ensuite l'apparition d'un bloc moteur. Ce dernier, il intéresse d'abord l'abduction de l'épaule, puis la flexion du coude et plus tardivement l'extension du coude. Sur ce schéma, vous retrouverez l'ensemble des dermatomes, myotomes et sclérotomes du membre supérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour la réalisation de vos prochains blocs interscaléniques pour la chirurgie de l'épaule. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou alors à notre page Facebook. Vous pouvez également liker cette vidéo et laisser un commentaire. À très bientôt.